Bienvenue à ce webinaire. Je suis en charmante compagnie, encore une fois, avec Hélène Ivanov de Complex Systems qui va, en tant qu'experte aujourd'hui du marketing prédictif et plus généralement du data mining, nous accompagner pour présenter tout ce qui est autour de la fidélisation et de l'arbre de vie qui nous permet de comprendre le réachat. Alors, juste pour des aspects techniques, oui, bonjour Hélène, excuse-moi. Voilà. On fait un test de son, voilà. Tout le monde entend bien Hélène? Manifestement, oui. Oui, très bien, parfait. Merci. Oui, donc vos questions à l'issue de la session, et puis vous aurez bien évidemment le PowerPoint. Alors, dans quel contexte aujourd'hui on parle de fidélisation? Merci pour vos votes. Donc on a souvent une stratégie ou plusieurs stratégies qui peuvent s'articuler autour de la conquête, de la fidélisation et de la rétention. Et ces termes sont importants parce que lorsqu'on a mis en œuvre ce webinaire avec Hélène, on s'est dit, ben voilà, on parlait de fidélisation, puis je lui dis, attention, là, tu ne parles pas de rétention. On me dit, oui, mais le réachat, justement, le réachat, ça peut être la fidélisation et effectivement éviter la rétention. Donc ce réachat, c'est quelque chose qui fait le lien finalement entre fidélisation et rétention, mais qui va nous permettre d'effectivement accroître le chiffre d'affaires, le panier moyen, et ce que j'entendais par fidélisation. Alors ça, c'est pour la stratégie. Et quand on parle de marketing prédictif, Hélène m'a également tiré les oreilles parce que ça fait 18 ans qu'on travaille ensemble. Elle m'a dit, comment tu n'as pas perçu qu'ici, on était dans la phase d'analyse. Effectivement, la phase d'analyse, c'est-à-dire le travail descriptif qui permet préalablement donc de faire du prédictif ensuite. Hein. Donc une phase d'analyse, hein, Hélène. Tout à fait. Et puis ensuite la phase, on modélise d'abord, on analyse, on modélise. On observe et ensuite effectivement on rentre dans une phase de modélisation et donc dans les aspects prédictifs du marketing. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec l'arbre de vie et tout de suite cette visualisation qui va nous permettre un certain nombre de choses sur justement cette compréhension du cycle de réachat. Voilà. Alors l'arbre de vie, qu'est-ce que c'est? Donc on a dit, on est donc dans ce qu'on appelle l'aspect descriptif, hein, on est là pour observer les choses, décrire le comportement des clients. Et l'arbre de vie, en fait, est une technique qui permet de comprendre le comportement client et notamment le comportement de réachat, qui permet donc de le visualiser sous une forme visuelle, qui permet de mesurer, parce que pour pouvoir décider d'un certain nombre d'actions et surtout pour mesurer leur performance, il faut d'abord mesurer un point de départ et mesurer ensuite régulièrement. Et donc c'est aussi un outil de suivi puisque en mesurant régulièrement et en refaisant régulièrement cet arbre de vie, on va pouvoir quantifier les évolutions. Voilà. Alors, c'est vraiment un outil visuel et donc on a prévu de vous montrer quelques illustrations pour justement montrer comment on va exploiter finalement cette dichotomie, cet arbre de vie. Alors, je vois qu'il y a une question sur la différence entre arbre de vie et parcours d'achat. Alors, le parcours d'achat, c'est beaucoup plus général en fait. Hein, on va regarder les différents points de passage des clients sur les différents canaux, sur leur comportement tout au long de leur vie. Là, on ne va pas suivre un client sur différents axes. En fait, là, on est vraiment dans une logique de mesure en fait d'une sorte de taux de fidélisation, mais découpé par segment. En fait. Donc, c'est plus global et c'est moins individuel. Oui, c'est pas le même objectif en fait. Hein. Donc on n'essaie pas de décrire les parcours d'achat des clients, mais de mesurer en fait un taux de fidélisation et le comportement d'achat sous l'angle de la fidélisation exclusivement, je dirais. Voilà, et du réachat en fait, hein, voilà. Achat, réachat. Oui, exactement. Alors voilà, bon, par exemple, ici vous avez donc un exemple de ce qu'on appelle un arbre de vie. On est dans le secteur B2B, on se place sur des clients actifs et en fait, l'arbre de vie consiste à suivre une population de clients, ici des clients actifs, d'année en année, en tout cas sur différentes périodes de temps, ici ce sont des années, et de découper à chaque fois en clients qui restent actifs et clients qui deviennent inactifs l'année suivante. Voilà, donc, on a besoin d'un historique, hein, puisqu'ici on part, oui. On le voit de 2013, 2014, 2015,
2016, et donc tout simplement d'année en année, on va regarder par dichotomie ceux qui sont actifs ou inactifs. Exactement. Donc on regarde ce qui s'est passé en fait dans le passé, et donc là on voit en fait sur 3 ans, lorsqu'on suit nos clients actifs sur 3 ans, ça nous permet de voir par exemple que ce segment-là, on a 37% de clients qui étaient actifs en 2013 et qui n'ont jamais réacheté. En 2014, 2015, voilà, et 2016, ils ont ici les trois qui sont grisés, là, ces 3 années, ils étaient clients là, et les 3 années suivantes, ils ne sont plus clients. Voilà. À l'inverse, tout en bas, le dernier segment, vous avez en orange en fait des clients qui, eux, à l'inverse, ont réacheté chaque année pendant 3 ans, et ça représente donc 21% de nos clients actifs en 2013. Voilà. Et puis entre les deux, en fait, on a des clients, alors après, il faut rentrer un peu plus dans les détails, mais qui peuvent être considérés comme des clients occasionnels ou plus opportunistes. Enfin, après, on peut creuser évidemment les choses, mais globalement, voilà comment se présente un arbre de vie. Donc c'est assez simple sur le principe, on va voir ensuite comment on le construit. Donc en fait, les paramètres qu'on utilise... Voilà, en fait, l'arbre de vie est construit avec 2 paramètres. Un premier paramètre qui est la période de suivi. Donc, le slide précédent, on montrait un arbre construit sur des périodes d'1 an. En fait, la période dépend évidemment de la fréquence d'achat. Et donc, on peut construire des arbres de vie sur des périodes d'1 an. Donc, on va suivre nos clients d'année en année, ou sur des périodes beaucoup plus courtes, comme par exemple ici des périodes de 90 jours, donc des trimestres, pour voir ce qui se passe de trimestre en trimestre. Ça peut être, des périodes plus courtes encore, comme des semaines. Donc tout dépend de la fréquence d'achat, de la saisonnalité, parce qu'il y a des comportements qu'on peut suivre d'année en année ou de trimestre en trimestre, mais il y a des comportements qui sont plus saisonniers, et dans ce cas-là, évidemment, on aura peut-être moins intérêt à les suivre sur des périodes plus courtes qu'une année. Et puis le deuxième paramètre, c'est le périmètre, en fait, c'est-à-dire la population des clients qu'on va suivre. Alors, le premier niveau, je dirais, c'est l'ensemble des clients actifs une année, qu'on va suivre, actifs une période en tout cas, qu'on va suivre de période en période. Et assez souvent aussi, on observe, on fait un zoom sur les nouveaux clients, parce que vous savez bien que les nouveaux clients sont toujours un peu plus fragiles, qu'il y a toujours un enjeu à les consolider qui est plus délicat. Et donc, il y a un véritable intérêt à suivre les nouveaux clients de période en année et à comparer justement ces arbres de vie en fait. Oui, donc là, l'important, c'est peut-être ça répond à la question de Aziz également, c'est on choisit son segment initial et puis on va regarder dans le temps, selon la saisonnalité que tu viens d'évoquer, comment il se comporte. Voilà, c'est tout à fait, c'est très flexible comme technique. C'est-à-dire qu'on choisit vraiment la population, donc le périmètre qui nous intéresse, donc le segment de clients. On peut de la même manière comparer la fidélisation des hommes, des femmes, construire des arbres de vie sur des jeunes et des plus âgés. Enfin, c'est vraiment très souple. Alors, comment on construit justement cet arbre de vie Alors, comment on construit Donc, on est dans une technique descriptive, plus spécifiquement une technique de segmentation descriptive. Ça s'apparente en fait à une segmentation à barrette, de type barrette pour ceux qui connaissent ce type de segmentation. Mais la finalité n'est pas de construire une segmentation. C'est ce qu'on fait en pratique, mais à l'issue de tout ça, on ne cherche pas à segmenter la clientèle et on ne cherche pas en fait à déployer cette segmentation. Ce ne sera absolument pas l'objectif de déployer une nouvelle segmentation dans la base de données. L'objectif, c'est vraiment d'utiliser cette technique pour représenter la fidélisation sur différents segments. Voilà. Et c'est une segmentation dichotomique, c'est-à-dire qu'à chaque niveau, on va découper notre population en actifs ou inactifs. Donc c'est binaire, donc c'est assez simple en fait. Et donc là, on va reprendre un exemple pour réillustrer ça sur le secteur caritatif avec une période d'une année et des donateurs actifs. Voilà, donc là, comme tout à l'heure, on se place sur des donateurs actifs. Alors, je ne sais pas si vous allez très bien voir les chiffres qui sont indiqués, ouais. Mais bon, c'est pas grave, je vais les dire. Donc, premier niveau, on découpe donc on se place sur des donateurs actifs en 2013. On découpe en ceux qui sont inactifs l'année suivante ou actifs, voilà. Et donc, premier petit cercle, en fait, en bas, ouais. On voit que sur des actifs 2013, on en a 76% qui restent actifs l'année suivante, donc en fait qui redonne l'année suivante.
Alors que si on loupe une année, entre guillemets, on voit que des clients qui n'ont pas été actifs une année, l'année suivante, on n'a que 21%, voilà, exactement ici, voilà. Merci Thierry, qui vont redonner, qui vont se réactiver en fait. Donc on perd énormément et on voit en fait tout le danger de laisser des clients passer par une phase d'inactivité. Et si on laisse encore passer 2 années, là, alors là, on n'a que 5% seulement de clients qui ont été actifs en 2013, qui n'ont pas donné en 2014 et 2015 et qui vont redonner en 2016 en l'occurrence. Donc il y a vraiment, ça permet vraiment de mesurer la déperdition d'actifs et donc de fidélité. Alors ça c'est un premier point. À l'inverse, si je descends mon arbre tout à fait en bas, voilà, des clients, on voit un renforcement et une asymptote en fait se dessiner. Des clients qui ont été actifs en 2013, donc j'en ai 76% qui redonnent en 2014, l'année suivante. Et puis l'année d'après, j'ai 86% de ces clients qui redonnent, et l'année suivante, j'en ai 88%. Donc on voit que la fidélisation se renforce. Oui, ça fonctionne très bien. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Et alors, on peut aussi découvrir des phénomènes un peu atypiques, un peu bizarres en fait. Voilà, ce que montre donc Thierry là ici, c'est 48%, donc la moitié quasiment, des donateurs qui n'ont pas été actifs en 2014, oui, mais qui se sont réactivés en 2015, redonnent en 2016. Donc, 1 sur 2 presque. C'est 1 sur 2. Donc c'est assez curieux comme phénomène, on ne s'y attendrait pas vraiment. Voilà, donc l'arbre de vie, en fait, sur cet exemple, ça vous permet en fait de visualiser quels sont les taux de fidélisation à chaque niveau, avec parfois des surprises, comme on vient de le voir. Donc ça permet de pointer sur des phénomènes ou des comportements un peu auxquels on s'attend ou pas forcément. Et donc après, ça nous donne des éléments pour aller creuser certains segments. Alors, on a encore un autre qui est un petit peu similaire. Oui, alors voilà. Donc là, on parlait tout à l'heure des nouveaux clients. Donc là, ici, on est sur les nouveaux donateurs. Alors, c'est exactement le même arbre de vie, mais focus sur les nouveaux donateurs. Et là, alors, vous allez voir, c'est assez intéressant parce que on va observer finalement exactement la même chose comme en type de comportement, en niveau de comportement, en termes de fidélité, mais un seuil inférieur. C'est-à-dire qu'on va retrouver sur les cercles rouges, alors, des nouveaux donateurs qui, l'année suivante, en moyenne, j'en ai 58%, c'est juste en dessous, oui, qui redonnent. Ici, voilà, 58%, on avait 76 tout à l'heure, donc on est bien en dessous. Mais voilà, si on laisse passer une année d'inactivité, voilà, on tombe à 11. On tombe à 11 alors qu'on avait 21 tout à l'heure, et ensuite on tombe à 2. Ouais, ça, si on laisse passer 2 années d'inactivité, alors qu'on avait 5 tout à l'heure. Donc on divise tout par 2 quasiment. Et puis là aussi, ça se fidélise bien. Voilà, en 74 et 80%. Et l'écart est plus important encore d'ailleurs que tout à l'heure, parce que là on est 49, et 49 et 74, et là on passe à 81. Voilà, donc mais on voit qu'on est sur la même tendance. Et puis, phénomène assez curieux aussi, on a notre même comportement atypique de nouveaux donateurs qui laissent passer une année, qui ratent une année, puis qui redonnent l'année suivante, et là on en a presque 1 sur 2, 43% alors qu'on avait 48 tout à l'heure, donc finalement c'est très proche. Donc là on se dit, tiens, il y a un phénomène un peu curieux. Alors après évidemment il faut aller rentrer dans le détail, aller regarder ce qui se passe. Est-ce que c'est un comportement naturel? Est-ce que c'est dû à des types d'opérations particulières qui permettent de réactivation, voilà, et de consolidation de la réactivation finalement? Voilà. Secteur caritatif. Ah oui, alors on disait, est-ce qu'on peut observer aussi d'autres... si on l'a pas vu. Oui. Ouais. Est-ce qu'on peut observer d'autres segments? Oui, on a, voilà, ici vous avez un focus sur ce qu'on appelle les grands donateurs, qui sont définis par un certain montant de dons minimum la première année, l'année de départ. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que c'est exactement, là encore, les mêmes comportements, on ne s'y attendrait pas vraiment, mais à un niveau supérieur. C'est-à-dire qu'on a 86% des grands donateurs qui restent actifs l'année suivante, donc qui se renforce à 91% en dessous de 90%. Et voilà. Donc, 90, le même schéma que tout à l'heure. Voilà. Et puis, ceux qui laissent passer une année, on a 46%. Et puis là, 71. Et là, 71%. Donc, on retrouve encore ce comportement de consolidation de la réactivation, finalement. Voilà, et là, on est à 7. Donc,
Alors, qu'est-ce qu'on observe, justement? Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe, donc, comme vous l'avez vu, hein, le taux de réachat ou de redon en fait, à chaque niveau et sur chaque segment, donc ça peut être assez détaillé. Hein. Et puis, on peut observer d'autres choses. Hein. On peut observer... alors, on peut donc détailler ces arbres, on l'a vu, sur différents critères. Là, on l'a détaillé sur les grands donateurs, mais on peut aussi regarder, comparer les hommes, les femmes, le montant de premier don, de premier achat, la famille de premier achat, la saisonnalité, hein, ceux qui sont rentrés en fin d'année par rapport à ceux qui rentrent en début d'année, etc. Et puis, on peut alors effectivement aller observer d'autres éléments. Alors, le fait de redonner, c'est bien, hein, c'est un indicateur, c'est le taux de fidélité, mais évidemment, ce qui nous intéresse davantage, c'est combien est-ce qu'il donne. Voilà. Donc on peut aller observer le chiffre d'affaires, la fréquence par période, enfin tout ce qui nous intéresse. Et on peut même avoir un profil en fait complet. Alors là, c'est qu'un tout petit profil, ouais. Un tout petit profil sur chacun des segments, donc les segments terminaux. Hein, oui, qu'on avait tout à l'heure, hein, on les avait vus. Mais ça nous permet de voir, de comparer en fait les segments sur l'ensemble des informations qu'on a, c'est-à-dire, bon, alors, là ici on a zoomé juste sur 3 informations qui sont le montant de premier don, l'âge moyen et l'ancienneté du donateur. Donc on voit qu'il y a des vraies différences en fait. Hein. Entre les différents segments. Entre les différents segments. Alors, les informations qui sont affichées, en fait, vous voyez, il y a les couleurs, hein, vert, rouge et puis noir. Ça exprime en fait des différences significatives par rapport à la moyenne. Donc, en vert, c'est au-dessus de la moyenne de manière significative, en rouge, sous la moyenne, et en noir, c'est un peu différent, mais pas de manière significative. Voilà, alors qu'est-ce qu'on mesure? Donc le taux de réachat global, ça on l'a dit sur plusieurs périodes. Le taux de réachat selon un comportement antérieur, en fait, hein, c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est de voir cette évolution dans le temps du consommateur pour pouvoir bien sûr l'anticiper ensuite. Et là, on vient de voir qu'on identifiait des segments, des groupes donc précis, ayant des comportements très différents. Et voilà, là on les matérialise. Voilà, on peut aussi avoir une autre lecture, c'est-à-dire qu'au lieu d'observer les segments un par un, on peut... Enfin, c'est aussi un moyen qui nous permet d'identifier des groupes très différents. Donc là, c'est un ordre sur le secteur B2B, comme tout à l'heure. En fait, on voit qu'on a d'une part des clients qu'on peut considérer comme perdus, hein, c'est le premier groupe, c'est le premier segment, pardon. Tout en bas, on a des clients qu'on peut considérer comme des clients fidélisés, hein, qui sont restés actifs pendant plusieurs années. Et puis à l'intérieur, on peut, alors là, on les a tous regroupés, hein, en disant c'est des occasionnels ou des clients à cycle lent. Donc si on observe, alors peut-être plus sur 4 années ou enfin sur des périodes de temps un peu plus longues, ça permet effectivement de distinguer des opportunistes, par exemple, qui vont acheter une seule fois en 3 ans ou en 4 ans et puis c'est terminé, ou alors des clients qui vont acheter 1 an sur 2, par exemple. Hein. Donc dans ce cas-là, on sera plutôt effectivement dans un type de client régulier, donc en fait fidélisé d'une certaine manière, hein, mais pas exclusif, ou en tout cas avec des besoins moins importants que les clients fidélisés avec une fréquence annuelle en fait. Alors, c'est un outil de suivi, puisqu'on a vu dans le temps, hein, on est parti de 2011, 2013, jusqu'à 2016 même. Oui. Et alors, là, quand on parle d'un outil de suivi, c'est qu'effectivement, cet arbre de vie, on peut le recalculer régulièrement. Enfin, donc, on le recalcule régulièrement. Donc, on peut le faire tous les ans si on est si notre paramètre de période est l'année, de manière à observer justement les évolutions de fidélisation. Là, par exemple, on a pris juste une petite partie de ces arbres et on compare en fait sur des nouveaux clients entrés en 2011 et entrés en 2013. Donc c'est juste le premier segment, c'est-à-dire les clients perdus, malheureusement. Et là, malheureusement, ce qu'on observe, c'est une dégradation de la fidélisation des clients, des nouveaux clients, en fait, puisqu'entre 2011 et 2013, on a perdu en fait 4 points de fidélisation sur ces nouveaux clients, ce qui est beaucoup en fait en 2 ans. Voilà. Alors, après, Hélène, donc l'arbre de vie, c'est un constat, c'est une mesure, donc il va falloir intégrer tout ça dans
dans sa stratégie. Voilà, l'arbre de vie, c'est vraiment, alors, comme vous l'avez vu, on se place a posteriori et on observe ce qui s'est passé. Donc, c'est un peu trop tard pour agir maintenant, et par contre, ça permet d'identifier des actions prioritaires. Hein. Là, on l'a vu, par exemple, sur les nouveaux, il y a une dégradation, donc il est urgent de réagir. Alors, après, les actions, ça peut être consolider les nouveaux clients, ça peut être travailler sur des périodes plus courtes, comme augmenter la fidélité à 1 an ou la réactivation, etc. Donc, tout ça va nous permettre d'anticiper. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, descriptif et ensuite prédictif. Voilà, l'objectif, c'est après, évidemment, de ne pas s'arrêter là et d'anticiper. Donc, après, on fait d'autres choses, hein, voilà. Comme par exemple de mettre en place, de construire et de déployer des modèles prédictifs pour, par exemple, pour lutter contre l'attrition, donc mettre en place des modèles prédictifs d'attrition, des modèles de rétention, etc. Donc après, il y a évidemment toute une palette d'outils en termes prédictifs. Et qui nous permettent, entre autres, on peut avoir des scores, qui sont des notes individuelles de comportement probabilistique, on peut avoir des segments prédictifs, on a différentes autres techniques pour pouvoir intervenir donc de façon prédictive. Donc c'est un outil de suivi, on l'a vu là tout à l'heure, pour mesurer les résultats finalement, et ça va nous permettre de savoir si oui ou non nos politiques fonctionnent de fidélisation. Alors, ce webinaire touche à sa fin pour sa partie présentation théorique. Avant de passer à la session de questions-réponses, 2 petits mots sur le data management et l'approche globale d'Amavis qui, vous le savez pour certains et d'autres non, a une approche tridimensionnelle à la fois transversale, c'est-à-dire qu'on intervient sur les aspects organisationnels, humains et technologiques, mais également sur les métiers particuliers qu'on connaît bien, que sont le marketing, le commercial, les systèmes d'information et l'aspect réglementaire qui prend de plus en plus d'importance aujourd'hui dans nos métiers. Et, on est conseil éditeur et intégrateur. On travaille aussi bien sûr avec des partenaires sur la partie BI et notamment Complex System aujourd'hui représenté par Hélène. Et donc on intervient sur toutes ces prestations d'une part de qualité de données et puis sur tout ce qui concerne les référentiels clients uniques, le CRM et la business intelligence avec des analyses descriptive et prédictive. Voilà. Donc on intervient sur tous les secteurs d'activité parce que tout le monde est concerné par ce type d'approche, notamment pour la partie qualité de données. Je vous avais promis la partie chaîne et chaîne Amavis pour retrouver les autres webinaires Amavis, notamment pour le RGPD, pour la cybersécurité, etc. Donc vous trouverez tout ça sur cette chaîne. Le prochain webinaire, c'est le 18 mai, donc sur la cybersécurité. C'est le matin. Merci Adeline. Et la session de questions-réponses est ouverte. Et j'ai vu que Aziz nous avait posé une question tout à l'heure. Il demandait si sur les arbres, on pouvait avoir autre chose que le pourcentage affiché. Alors oui, d'ailleurs, il y avait d'autres informations, puisqu'on avait carrément les valeurs absolues des segments. Voilà, donc on avait la valeur absolue et la valeur relative, donc qui est le pourcentage. Je pense que ça répond à la question d'Aziz. Alors, Philippe demande si il s'agit d'un constat de comportement seulement. Alors, il faut que j'ouvre la. Philippe, s'agit-il d'un constat de comportement seulement, sans que l'entreprise soit à l'origine de l'activation du client, ou l'entreprise a-t-elle tout fait pour faire en sorte que le client reste actif? Là, on est dans une analyse a posteriori de après, oui, c'est toute la question, effectivement. Je pense que en général, les entreprises font des choses pour garder leurs clients. Donc, voilà, après, tout fait, je pense qu'on n'a jamais tout fait, et donc on peut toujours avoir de nouvelles idées. Mais voilà, je ne sais pas si ça répond. Quoi qu'il en soit, Philippe, à partir du moment où... c'est clair, mais voilà. Manifestement pas assez. Ce qui est sûr, c'est que parce qu'on va mesurer, parce qu'on va pouvoir analyser, on va pouvoir justement vérifier si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Et plus on va mesurer, et moins on sera dans l'aléatoire. Oui. Voilà. On sera dans... En fait, plus on a de mesures corrélées les unes aux autres, plus on analyse les segments, mieux on sera renseigné sur la pertinence ou pas. J'ai perdu ma zone de chat. Adeline Osco, j'ai perdu la zone de chat. Et je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez... Voilà, très bien, super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Aziz, merci, ok. Merci à vous pour cette question. Donc, bien sûr, vous allez retrouver à l'issue de ce webinaire le diaporama
et on aura l'occasion de refaire avec Hélène d'aborder d'autres sujets peut-être plus sur le prédictif à proprement parler, puisque on a vu l'aspect analytique, l'analyse descriptive. Encore une fois, ouais, non, ça fait que 18 ans que Hélène me le rappelle, donc voilà. Je m'accroche. Voilà, non, elle a raison. Vous voyez, l'information est à base de répétition. Donc, comment détecter les clients qui subissent un appauvrissement de leur pouvoir d'achat et que faire? Alors, nous, on ne va pas forcément vous dire que faire parce qu'on ne connaît pas votre métier déjà d'une part. Ça, c'est la première chose. Néanmoins, ces analyses vont nous mettre en évidence un certain nombre de choses. Après, pourquoi un appauvrissement du pouvoir d'achat, donc c'est quelque chose, c'est une information extérieure en fait, hein, j'imagine. Oui. Donc, les analyses qu'on fait sur les bases de données travaillent avec les informations qu'on a. Donc, on va détecter des clients qui achètent moins. Est-ce que c'est parce qu'ils préfèrent acheter à la concurrence ou parce que, effectivement, ils ont un pouvoir d'achat en diminution? Ça, si c'est plus difficile de le trouver directement dans les données, en fait. Hein. En général, c'est pas une information. Et après, on va faire des interviews, mais effectivement, ça va nous permettre, ou des enquêtes, ça va nous permettre ce type d'information, de savoir comment agir et où agir, ou sur quel segment de population agir, par exemple, parce que justement, on va voir que ce segment, plutôt que celui-ci, est en baisse ou en hausse d'ailleurs, et donc ne réagit pas peut-être correctement par rapport aux campagnes qu'on a pu mener. Oui, voilà. Donc, effectivement, quand on va identifier un segment en baisse de chiffre d'affaires moyen, par exemple, on pourra aller à interroger, faire des enquêtes plus qualitatives, ou enfin en tout cas se poser la question de d'où vient ce comportement, mais on ne l'aura pas directement dans la base. Oui, alors on peut effectivement, on a effectivement des données, on peut tout à fait croiser avec des données INSEE, simplement les données INSEE, on ne les a pas nécessairement immédiatement, elles sont souvent des données macro, et on peut les avoir aussi avec du retard, donc ça peut donner une indication, mais pas en temps réel en fait. Hein. Alors Hélène a souligné un point important, c'est qu'on travaille en data marketing avec les données qu'on a dans la base. Et effectivement, si on n'a pas toutes les informations, on ne va pas pouvoir les inventer. Et ça, c'est un élément important parce que lorsqu'on construit aujourd'hui des référentiels clients uniques, par exemple, on se pose la question en amont de savoir quel type d'analyse on pourrait être amené à faire pour essayer d'aller collecter l'information là où elle se trouve, de façon à la regrouper, parce que souvent le marketeur est confronté à cette difficulté qui est où se trouve mon information et comment est-ce que je peux finalement l'agréger pour pouvoir, ou la consolider pour pouvoir en tirer le meilleur parti, parce que il y a de l'information qui se trouve dans les systèmes d'information de type ERP, de type gestion, il y en a d'autres qui se trouvent dans les systèmes d'après-vente, il y en a d'autres qui se trouvent dans les systèmes plus commerciaux, plus marketing en amont. Donc, avoir cette... voilà. Et puis, on enrichit aussi les bases de données avec effectivement ce que vous dites, hein, c'est-à-dire des informations qui proviennent de l'INSEE ou des informations qui proviennent de l'open data, hein, parce qu'il y a de plus en plus de choses. Alors, voilà, après, mais on n'aura pas cette dimension dynamique, en fait, ce sera difficile de détecter pour un client donné, par exemple, un client qui se retrouve au chômage ou autre. Par contre, on aura effectivement, ça nous permettra d'identifier des zones géographiques dans lesquelles le pouvoir d'achat est moindre d'une manière générale que dans d'autres, ça oui. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le digital, on a tendance à vouloir faire un certain nombre d'analyses temps réel. On est ici dans une dimension un petit peu différente, puisque on va prendre un historique dans le temps et on va analyser des segments, donc forcément on est plus en temps différé qu'en temps réel. Voilà, Marguerite, j'espère qu'on a répondu à votre question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas de questions une fois, pas de questions deux fois. Maître Capello, merci Marguerite. Merci à vous. Voilà. Écoutez, si vous n'avez plus de questions, on va vous donner rendez-vous donc sur la chaîne Amabis le 18 et puis une prochaine fois avec certainement sur le second semestre avec Hélène. Donc merci Hélène pour cette présentation et puis bonne fin d'après-midi à tous et à toutes et puis à très vite sur la chaîne Amabis et sur les sites amabis.com. Voilà. Merci. Au revoir.